Donc la première question que je voudrais vous adresser, que pensez-vous véritablement de l'avenir de la coopération au développement? Et nous pouvons peut-être commencer avec vous, Monsieur le Président. En fait, effectivement, cette problématique de coopération existe, elle est là devant nous. Je pense que pour redynamiser l'architecture de la coopération au développement et accroître son efficacité, plusieurs instruments peuvent constituer des approches qui pourraient contribuer de manière significative à la recherche de solutions ou l'amélioration de la situation. Nous pensons tout d'abord à une approche fondée sur des partenariats équitables qui consiste à encourager des cadres de partenariat entre pays donateurs et pays bénéficiaires avec un véritable partage du pouvoir décisionnel et valoriser aussi les expériences et les expertises et ressources du Sud global en complémentarité avec les donateurs traditionnels. Deuxièmement, je pense qu'il faut voir un peu le côté financement innovant et mixte qui, en combinant des financements publics et des investissements privés pour catalyser les ressources supplémentaires vers les objectifs de développement durable, utiliser des mécanismes comme le financement conditionné aux résultats ou les contrats à impact social qui conditionnent le décaissement des fonds et avec des résultats mesurables. Le côté transparence et confiance, là aussi, lui, est très important. On l'a souligné ici tout de suite. Il faut effectivement penser à la mise en place des systèmes interopérables de suivi de l'aide en temps réel. De même qu'il faut utiliser les données ouvertes pour améliorer la redevabilité, faciliter la coordination et orienter des décisions stratégiques. Un autre volet aussi nous semble important, c'est celui du renforcement des systèmes nationaux. Ça peut se faire à travers l'encouragement des donateurs à utiliser les systèmes nationaux de planification, de budgétisation et de suivi tout en les renforçant. Il serait aussi, de notre point de vue, important de voir comment simplifier les exigences des bailleurs pour réduire les coûts administratifs supportés par les pays partenaires. Là aussi, il y a lieu de penser à une réforme des instances multilatérales en donnant une voix plus forte aux pays en développement dans les instances décisionnelles multilatérales comme l'Organisation des Nations Unies, les banques de développement, etc. Et l'utilité aussi de rationaliser les multiples fonds et instruments pour réduire la fragmentation et améliorer la lisibilité de l'architecture internationale. En conclusion, pensons que la redynamisation de la coopération passe nécessairement par un changement de paradigme. Il faudrait passer d'une logique de donateur-bénéficiaire à une logique de partenaire stratégique plutôt. Cela exige des instruments plus agiles, des approches plus inclusives et une gouvernance renouvelée à tous les niveaux, local, national et mondial. Vous avez parlé du stress auquel est soumis l'univers multilatéral. Parfois, ça semble un débat intellectuel, mais en fait, je me demande, vous, Excellence, si ce monde multilatéral n'existait pas, s'il ne marcherait plus, quel type d'implication dans la vie réelle il y aurait dans vos pays? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez? Il faut reconnaître quand même que le multilatéralisme est un peu en crise. Mais il faut travailler sur cet axe pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour protéger la coopération au développement face à cette crise
du multilatéralisme. Et nous pensons que plusieurs leviers peuvent être mis en action dans ce sens. Premièrement, il faudrait peut-être promouvoir les partenaires multilatéraux, notamment à travers le soutien aux réformes et institutions internationales telles que l'ONU, telles que l'Organisation mondiale pour le commerce, telles que la FAO et les banques multilatérales de développement pour garantir que les États membres collaborent sur des objectifs communs. Il faudrait également voir comment encourager la formation de coalitions entre pays, entre pays et ONG, entre pays et secteurs privés pour aborder des problèmes globaux comme le changement climatique, comme la lutte contre la pauvreté dans toutes ses dimensions. Donc, de grandes problématiques sur lesquelles nous devons voir et chercher à avoir des actions collectives. Deuxièmement, nous pensons qu'il faudrait aussi concevoir des mécanismes de financement innovants pour attirer des investissements privés dans les projets de développement durable en les associant à des financements publics. Il faudrait aussi promouvoir l'attractivité des pays en développement à travers la mise en place de fonds de garantie, d'assurance pour réduire les risques associés aux investissements. Et troisièmement, nous pensons qu'il faudrait aussi adopter de façon globale une approche proactive pour anticiper les crises, pour adapter les politiques publiques aux imprévus et aux nouvelles réalités. En somme, nous sommes persuadés qu'en mettant en œuvre ces stratégies ou des stratégies semblables, en essayant de voir un peu sur toute cette multitude d'axes, nous pouvons contribuer à rétablir la confiance entre les différentes parties prenantes, optimiser la coopération au développement et réaffirmer notre engagement en faveur du multilatéralisme, même dans un contexte mondial difficile. Effectivement, il faut le reconnaître. Donc, il ne s'agit pas seulement de sauver un système, mais surtout de renouveler un pacte de solidarité mondiale sur des bases plus équitables. Je vous remercie. Il y a une déclaration, un engagement qui a été signé à Séville. C'est une déclaration politique, peut-être pas contraignante, mais cela représente quand même un élan important. Alors, quelle est la priorité? En quoi est-ce que vous croyez fondamentalement? Qu'est-ce qu'il faut absolument mettre en œuvre de façon très pratique? Que faut-il mettre en œuvre dès demain? Merci beaucoup encore. Je pense que effectivement cette déclaration est importante et vous avez évoqué dans vos différentes questions des aspects très importants ou plus exactement des thématiques sur lesquelles effectivement il est intéressant de s'atteler un peu quand vous parlez du multilatéralisme, quand vous parlez... Mais par rapport à votre question quand même, moi je pense qu'il y a effectivement une priorité, ou il y en a même plusieurs. Mais parmi ces priorités-là, il y a utilité d'établir ou de bien renforcer la confiance, c'est important. Mais il y a aussi, en termes de développement, l'utilité d'harmoniser ces liens entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires. Ce lien a besoin effectivement d'être harmonisé au profit du développement. Je parle des politiques de donateurs et des politiques de bénéficiaires. Là, il y a de part et d'autre des politiques qu'il y a effectivement utilité d'harmoniser, notamment en ce qui concerne l'utilisation et les procédures pour cette aide au développement.
Pour ceci, je pense que nous devons chercher à renforcer le dialogue entre donateurs et bénéficiaires à travers des consultations régulières pour garantir une compréhension mutuelle des besoins, d'abord, aussi pour assurer une meilleure efficacité des moyens mis en œuvre. Les pays donateurs doivent soutenir les stratégies nationales des pays bénéficiaires en adaptant leurs contributions au plan de développement établi par ces pays bénéficiaires. Il faut aussi encourager les donateurs à réaliser des évaluations approfondies des besoins, des priorités de ces pays bénéficiaires avant de définir les programmes d'aide. Là aussi, il y a utilité d'une systématisation de l'utilisation des procédures nationales et le recours aux appuis budgétaires pour optimiser l'impact tout en œuvrant à promouvoir les réformes dans la gouvernance des systèmes budgétaires et financiers des pays en développement. Il faudrait aussi agir un peu sur l'agilité et l'adaptation à travers certains axes. On peut voir sur l'axe des modèles d'aide flexibles pour permettre aux pays bénéficiaires de modifier les priorités en fonction de l'évolution des priorités et des contextes, de leurs propres priorités et il faut aussi que les pays bénéficiaires puissent bien comprendre qu'ils ont besoin d'être en permanence en situation d'apprentissage, un apprentissage continu, essentiellement pour permettre la mise en place des mécanismes de feedback pour ajuster les programmes d'aide en fonction des résultats et des leçons apprises. Il y a là aussi toujours besoin de promotion de la transparence et de la redevabilité. Et là, il y a utilité du partage d'informations pour assurer un accès transparent aux données sur l'aide et les résultats, en permettant ainsi plus de suivi et plus d'efficacité, avec des mécanismes aussi de redevabilité en établissement des systèmes pour que les donateurs et les pays bénéficiaires rendent compte sur l'utilisation des ressources et de l'atteinte des objectifs. Globalement, pour conclure, je pense qu'il est possible de créer une synergie entre les priorités de développement des pays bénéficiaires et les politiques des donateurs. Les donateurs deviennent ainsi des partenaires qui soutiennent les priorités définies par les pays bénéficiaires eux-mêmes dans un cadre de confiance, dans un cadre de transparence et de responsabilité mutuelle. Le succès donc dépend autant de la qualité de ces relations que des ressources mobilisées. Je vous remercie. Well, thank you so much.